France 3. Bonjour et bienvenue dans le 12-13 Rhône-Alpes, dans l'actualité de notre région. Ce matin, la mobilisation des parents d'élèves et des enseignants de plusieurs écoles de l'agglomération lyonnaise en faveur des enfants scolarisés dont les familles sont sans domicile. Tradition respectée à la lettre la nuit dernière, à minuit pile, le Beaujolais nouveau 2014 a commencé à couler à flot dans les verres du monde entier. À Beaujeu, berceau historique de la fête, même les petits ont participé. Et puis nous découvrirons les jeunes chambres économiques et leur rôle avec l'invité du 12-13 aujourd'hui, Stéphanie Cochet, qui préside cette année la jeune chambre économique de Lyon. Aujourd'hui, journée internationale des droits de l'enfant, c'est le jour qu'ont choisi des parents d'élèves et des enseignants de plusieurs établissements scolaires de l'agglomération lyonnaise pour se mobiliser en faveur des enfants scolarisés dont les familles n'ont pas de domicile fixe. Cet après-midi, ils occuperont symboliquement leurs écoles après les cours dans le 7e arrondissement de Lyon. Le reportage de Yael Marie et Thierry Zwiderski. Comme tous les petits garçons de son âge, Lucas, 8 ans, sort de l'école avec sa petite sœur Lizzie. Avec son papa, il regagne sa maison, enfin plutôt ce qui lui sert de logement depuis 9 mois, ce camion garé au bord de la route. Quelques mètres carrés à peine, la famille géorgienne en attente de papier s'y abrite à la nuit tombée avec ses 3 enfants. Tous dorment serrés sous les couvertures. Avec ça comme ça, parce que maintenant beaucoup froid. On a froid, on dort pas bien. Tous les jours on appelle 115, parler beaucoup de problèmes, froid avec famille, 3 les enfants. Non, pas de résultat. Un 115 impuissant à trouver une solution pérenne, 2 autres familles sont dans la même situation, logées de ci de là. Une précarité qui choque parents d'élèves et enseignants. Ils ont bien aidé en payant quelques nuits d'hôtel, des actions temporaires aujourd'hui insuffisantes. C'est quand même à l'État de les mettre à l'abri, c'est à la préfecture de les mettre à l'abri et nous on ne peut pas tout faire, on les aide parce que voilà, quand il fait très froid, puis ils sont épuisés, ces enfants, ces parents sont épuisés de dormir dans des conditions précaires, de ne pas savoir où ils vont aller le lendemain. Une nuit à l'hôtel de temps en temps, ça leur permet de souffler un peu, c'est pas grand chose mais bon, mieux que rien. Après, sur les élèves, oui, forcément, à des moments, quand on n'a pas grand-chose dans le ventre, quand on dort mal, eh ben, on a du mal à se concentrer comme n'importe quelle personne. C'est pas des conditions qui sont acceptables. L'école sera occupée pour dénoncer la précarité de ces élèves SDF. Cette nuit-là, au moins, ils dormiront avec leur famille au chaud dans les classes. Et on reste dans l'univers scolaire avec la fermeture aujourd'hui du collège Marcel Antonios de Divonne-les-Bains. Un incendie a ravagé hier les cuisines et le réfectoire de l'établissement. 380 élèves sont concernés par cette fermeture qui devrait durer jusqu'à la fin de la semaine. Le projet de contournement ferroviaire de Lyon continue à susciter des remous. Hier soir, les élus de 29 communes du sud-est lyonnais ont participé à un conseil municipal extraordinaire et décentralisé à Saint-Pierre-de-Chandieu dans le Rhône. Ils ont voté à l'unanimité le boycott de la consultation lancé le 6 octobre sur le tracé sud de la future ligne de fret. Sophie Velsecki et Pierre Lachaud. Démonstration de force hier soir. 550 élus ont participé à cette réunion à Saint-Pierre-de-Chandieu et comme un seul homme, ils ont voté à l'unanimité l'unique délibération de ce conseil municipal extraordinaire. Qui est pour l'adoption de cette délibération? Pour que le gouvernement revoie le tracé du contournement ferroviaire de Lyon. Nous demandons solennellement à Madame la ministre de l'écologie de relancer une consultation objective sur les fuseaux de passage avec des données sincères et actualisées. L'enjeu, c'est de créer une ligne de fret entre le nord et le sud de l'Europe et au passage, désengorger la gare Pardieu de Lyon. Depuis 2009, l'État propose de faire passer les trains au sud de l'agglomération par la plaine d'Eyrieux. Aujourd'hui, il s'agit de définir le tracé à l'intérieur de ce fuseau en bleu ciel sur la carte. Pas question, répondent les élus. En 2009, on nous promettait, disent-ils, 70% du tracé sous des tunnels. Il n'y en aura que 20%. Toute la zone qui devait être enterrée est recouverte. Et aujourd'hui, on nous annonce clairement que ce n'est pas possible. Donc ça veut dire des nuisances en puissance pour la population. Depuis plus de 10 ans, élus et riverains militent pour que le tracé suive la ligne à grande vitesse Paris-Marseille. Le 6 octobre dernier, ils manifestaient encore devant la préfecture du Rhône. Pourtant, le projet ne devrait pas voir le jour avant 2030.
Alors la réalisation et les travaux sont prévus pour 2020-2030, sauf que les décisions se prennent aujourd'hui. Et une fois que l'enquête publique sera réalisée, ça sera à ce moment-là très difficile de revenir dessus. La concertation doit s'achever au tout début de l'année prochaine. En attendant, les élus promettent de maintenir la pression. On reste sur les rails, mais côté passagers, cette fois avec les toutes nouvelles rames TER qui circulent sur les lignes régionales. Des rames à 2 niveaux, une technologie dernier cri et plus de confort. Pourtant, les syndicats et certains usagers sont encore inquiets. Le reportage de Jérôme Plan et Sylvie Adam. Première entrée en gare Perrache pour le tout nouveau TER, un train made in France fabriqué en région Nord-Pas-de-Calais par le constructeur canadien Bombardier. Il se veut plus moderne, plus économe, plus confortable, plus grand, plus beau, le nouveau TER. La région Rhône-Alpes a commandé 40 rames qui seront toutes livrées d'ici à l'été 2016. Pour la région, c'est une très grosse livraison. Ça représente 40 rames, 400 millions d'euros. 400 millions d'euros, c'est un engagement très fort. Sur les 3 lignes principales du réseau lyonnais, à la fois Saint-Étienne, Lyon, Ambérieu, Lyon-Saint-André-le-Gaz pour aller vers Chambéry, et puis Villefranche, Lyon, Vienne. Pour les syndicats de cheminots, ces nouvelles rames, c'est une bonne nouvelle. Mais pour ce qui est de la sécurité, la CGT tire le signal d'alarme. C'est du nouveau matériel, donc ça, pour le confort des usagers, c'est positif. Par contre, c'est un matériel qui est prévu pour circuler sans contrôleur. Et donc, nous, on a la crainte de la suppression du contrôleur, avec des gros problèmes sur la sécurité, puisque, par exemple, vous avez des places pour les personnes à mobilité réduite sur lesquelles il y a des signaux d'alerte. Ces signaux d'alerte, si vous appuyez dessus, ça atterrit directement dans la cabine du conducteur. Et donc, c'est lui qui doit gérer en même temps sa conduite et la sécurité de son train et ce qui se passe dans la rame. Pour les associations d'usagers, dire adieu petit à petit au bon vieux train Corail, c'est un soulagement. Mais quand on prend le TER tous les jours, ce qu'on veut, c'est la qualité et la quantité. Pour les usagers à court terme, sur les 1 an ou 2 qui viennent, ça ne va pas ajouter des trains supplémentaires, malheureusement. Donc ça va simplement peut-être éviter que certains matériels plus anciens aient des pannes qu'ils avaient actuellement. Avec ces 40 nouvelles rames à venir, ce sont près de 15 000 places qui seront accessibles aux usagers sur les rails. Nouvelle rame, mais simultanément galère récurrente en prévision. Un mouvement de grève est annoncé de vendredi à dimanche à la SNCF qui prévoit 85% seulement du trafic TER dans la région Rhône-Alpes. Vous trouverez davantage de précisions sur notre site internet rhônealpes.france3.fr. Et puis, on vient de l'apprendre, 275 bovins d'un élevage de Saint-Galmier dans la Loire ont dû être abattus après la découverte d'un cas de tuberculose contagieuse pour l'homme. Depuis minuit, la nuit dernière, chacun peut se faire son idée du Beaujolais Nouveau 2014. La nuit dernière, à Beaujeu, la tradition a été scrupuleusement respectée et les tonneaux mis en perce à la seconde près, en présence de milliers d'assoiffés de nouveautés viticoles, même les enfants sont désormais de la fête. Christian Conxiqueur et Jean-Éric Gay ont joué pour nous les goûteurs d'un soir. Ils sont hauts comme 3 pommes, mais la fête du Beaujolais Nouveau s'adresse aussi à eux. 3. Des ballons dans le ciel de Beaujeu pour célébrer en famille tout un pan de l'identité du pays. Pour moi, ça a toujours existé, depuis que je suis tout petit, ça existe. Et voilà, tous les ans, je suis là. Et puis maintenant, on transmet ça aux petits. C'est ce qui fait vivre un grand nombre de familles dans la région, que ce soit des vignerons ou des négociants, des vendeurs de vin. Et c'est vrai que c'est important que nos enfants soient sensibilisés par ce phénomène Beaujolais Nouveau et par ce départ des Beaujolais Nouveaux. La petite musique du Beaujolais Nouveau, on la connaît depuis 60 ans, mais tous les ans à Beaujeu, elle continue de faire swinguer les foules. Doucement, en fin d'après-midi, et jusqu'à 8000 personnes en soirée. On se presse de loin pour être de la partie, déguster les 10 crus du pays en attendant l'heure fatidique avec la mise en perce du vin primeur. Dans un petit caveau, on retrouve 2 amis qui viennent de Normandie pour vivre l'événement en direct. On le fait généralement chez nous. Peu importe d'où on vient, on achète des bouteilles le jeudi, on fait ça entre amis. Et on a découvert l'année dernière en fait, qu'il y avait une fête qui se faisait la veille, où on pouvait voir le perçage des tonneaux, tout ça. Sous un des 3 chapiteaux de la ville, 1800 convives sont réunis pour un dîner de gala. Une énorme machine qui continue dans les rues de la ville, tout acquise à l'événement. Au bout du chemin, la place de l'hôtel de ville et la mise en perce du vin primeur à minuit pile. Le Beaujolais Nouveau est arrivé.
Je trouve qu'il est très bien cette année. Qu'est-ce que il est t'en penses? super cette année. Très très bien. Dans les meilleurs Beaujolais du monde. Ah oui, c'est ça. Vu qu'il y a que le Beaujolais. En ce qui nous concerne, nous nous sommes arrêtés là, mais certains indices laissent penser que la soirée n'était pas finie pour tout le monde, avec modération bien sûr. Il est bien bon ce Beaujolais. Excellent. Il y a dû y avoir quelques petits mots de tête ce matin. On les confond souvent et à tort avec les chambres de commerce et d'industrie. Les jeunes chambres économiques constituent un réseau à part entière de jeunes citoyens qui entreprennent, et ce, dans tous les domaines. Un réseau qui existe dans le monde entier. À Lyon, la jeune chambre économique, il y en a une, vient de fêter ses 60 ans d'existence. Stéphanie Cochet, bonjour. Bonjour. C'est vous qui présidez pour un an la jeune chambre économique lyonnaise. L'idée des jeunes chambres, qu'est-ce que c'est? Leur mission essentielle, c'est quoi? Alors, en fait, nous avons des membres entre 18 et 40 ans et notre mission est de mener collectivement des projets d'intérêt général pour notre territoire afin de former les leaders de demain. Qui sont les membres? C'est quel profil? C'est forcément des jeunes dirigeants d'entreprise? Non, la jeune chambre est ouverte à tous. Je suis personnellement commerciale export, mais on a des professeurs, imprimeurs, dirigeants d'entreprise, bien sûr aussi. Des citoyens qui ont envie de... Tous les citoyens qui ont envie d'agir pour leur cité. Je le disais, ça n'a aucun rapport, ou en tout cas pas de rapport étroit avec les chambres de commerce et d'industrie. Non, nous sommes complètement apartisans, religieux et asyndicales. Alors, quels sont les projets que vous initiez, par exemple, vous, sur Lyon? Ils sont de quelle nature? Dans quel domaine? Alors, on a 5 domaines d'action. Agir pour l'emploi, le développement de l'économie, bien sûr, aussi la préservation de la planète, la solidarité et l'aménagement du territoire. Oui, c'est un vaste programme. Est-ce que vous pouvez nous donner des illustrations concrètes, des exemples précis? Bien sûr, avec plaisir. Donc cette semaine, c'est la semaine de l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous avons travaillé sur l'accès à l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap en organisant 2 conférences et en éditant un livret, collectant des témoignages et aussi des solutions qu'on souhaiterait apporter pour faciliter l'accès à ces personnes. Ce livret, par exemple, il s'adresse à qui? Il s'adresse principalement aux politiques. Et aux entrepreneurs? Aux entrepreneurs aussi, mais l'idée est plus de faire évoluer les mœurs. Une sorte de lobbying efficace sur les politiques, discret. Autre exemple, urbanistique, plutôt, j'ai envie de dire, celui-là. Vous êtes à l'origine d'un concours de projet au printemps dernier pour la rénovation de la place des terreaux à Lyon, qui est dans un triste état. L'idée, effectivement, de Place aux Visions était de rassembler, de donner une nouvelle image de la place des terreaux pour dire oui, c'est possible de modifier cette place. Le droit d'auteur ne nous limite pas. Nous avons fait appel à la place a été dessinée par Daniel Buren. Exactement. Et donc, nous avons fait appel à des avocats qui nous ont dit que les dommages, si on devait en verser à l'artiste, seraient de 20 000 €, si on était amené à changer son œuvre pour une rénovation de place qui est autour de 5 millions d'euros. D'accord, donc vous êtes une grosse force de proposition. Dernière chose, la semaine prochaine a lieu à Leipzig, en Allemagne, le congrès mondial des jeunes chambres économiques. Vous y serez? Bien sûr. Et quel est l'intérêt d'un congrès mondial comme ça? Alors, on va rassembler 5000 jeunes actifs. On va travailler sur des sujets notamment liés à l'ONU, dans lesquels nous siégeons. Et puis, principalement, nous allons concourir pour être la meilleure jeune chambre économique locale du monde. Eh bien, on croise les doigts et tous nos vœux vous accompagnent. Merci beaucoup, Stéphanie Cochet. Merci. En football, la rivalité historique, c'est le moins qu'on puisse dire, entre l'Olympique lyonnais et l'AS Saint-Etienne se répercute aussi sur les clubs amateurs de notre région. Ces derniers sont souvent partenaires de l'un des 2 grands clubs, et c'est le cas, par exemple, du club de Saint-Priest dans le Rhône, qui jusqu'ici était en association avec l'OL et qui vient de changer son fusil d'épaule en se rapprochant de l'AS Saint-Etienne. Une petite révolution, le partenariat est signé aujourd'hui même entre les 2 présidents de club, Farid Haroud et Julie Jacquard. Quand c'est jour d'entraînement, on a le choix du maillot. On joue à être, et à Saint-Priest, on joue souvent à être un footballeur de l'Olympique lyonnais. Pourtant, le club local vient de changer, changer d'écurie. L'AS Saint-Priest faisait partie des 16 clubs partenaires de l'OL. Ils viennent signer avec l'AS Saint-Etienne. Meilleur club de jeunes de la Ligue Rhône-Alpes 3 années de suite, Saint-Priest s'engage désormais à réserver la primeur de ses meilleurs jeunes aux Verts. Du Rhône à la Loire, du 69 au 42. Ça peut paraître bizarre, effectivement. Maintenant, en tant que dirigeant de l'AS Saint-Priest, il est de mon devoir de faire les bons choix pour l'avenir et pour l'AS Saint-Priest. En clair, si un môme maintenant signé à Saint-Etienne, vous toucherez quelque chose? On sera effectivement bénéficiaire d'une certaine somme d'argent dans le cas de la signature d'un licencié à AS Saint-Priest
au sein de la structure à Saint-Etienne, ce qui n'était pas le cas à l'heure d'aujourd'hui avec l'Olympique Lyonnais. Le partenariat ne signifie pas que les meilleurs jeunes de Saint-Priest signeront automatiquement avec les Verts. Il signifie que Saint-Etienne sera toujours le premier club pro à les approcher. À 8 km de là, ils portent tous le maillot de l'OL, et pour cause, c'est leur club. Beaucoup sont issus de la région lyonnaise. Mais le partenariat, ce n'est pas juste un vaste recrutement. C'est aussi un engagement contractuel du club pro. Fournir des formations aux éducateurs, des places à Gerland, organiser des matchs amicaux. Avec Saint-Priest, c'est donc terminé. On a quand même participé à l'enregistrement vidéo de tous les matchs de la CFA. On a quand même invité des enfants sur des stages gratuits. On a fait énormément de choses qui n'étaient pas écrites au quotidien. Et je pense que le club de l'AS Saint-Priest a été un des clubs les mieux lotis dans le cadre du partenariat. Donc c'est dommage. C'est dommage qu'il y ait un club à 8 km de Lyon où tous les ans, entre 5 et 6 jeunes rejoignent les rangs de l'Olympique Lyonnais. C'est quand même dommage, effectivement, de faire un partenariat avec un autre club. Nabil Fekir, la valeur montante de l'équipe professionnelle de l'OL, vient de Saint-Priest. En son temps et avant ce changement, il fut courtisé par 2 clubs, Lyon et Saint-Etienne. Et en 8e tour de Coupe de France, dont le tirage au sort a eu lieu hier, le club de Saint-Priest, justement, rencontrera Fréjus, équipe de nationale. Lyon-Duchère affrontera le club de Ligue 2 d'Arles-Avignon. Chasselet jouera contre Jura Sud, lui aussi en CFA. Enfin, Andrézieux, CFA 2, rencontrera Mende, club de division d'honneur, des matchs qui auront lieu les 6 et 7 décembre. Un mot de basket avec le match d'Eurocoupe qui opposait hier l'Asvel à l'équipe allemande de Quakenbrück. Les Villeurbanais qui jouaient en noir en hommage au légendaire joueur Alain Gilles décédé mardi ont remporté la rencontre d'un petit point 84 à 83. Des répliques cultes, une bande originale immédiatement reconnaissable, Star Wars, en français La Guerre des Étoiles, est bien davantage qu'une épopée cinématographique, c'est quasiment une galaxie, que dis-je, un univers qui s'installe à Lyon jusqu'au printemps prochain à la Sucrière. Julien Sauvadon et Constance Prieur ont sombré du côté obscur de la Force. La ville des Lumières a basculé du côté obscur, sans trop se forcer. L'Empire Star Wars a ses adeptes, même à Lyon. Plusieurs milliers de personnes en 10 jours sont retournées quelques instants dans une galaxie lointaine, voire très lointaine pour certains, leur enfance. J'aime beaucoup cette série de films. Moi, je suis né avec. Le fait de se dire, c'est des objets qui ont été utilisés pour le film et ainsi de suite, les costumes qui ont été utilisés pour le film. C'est vrai que ça permet de s'intégrer un peu plus à la série, quoi. Car l'exposition Star Wars Identities, c'est surtout l'occasion de voir de nos propres yeux 200 objets provenant des archives personnelles de George Lucas. Des objets rares, comme ces maquettes de vaisseaux spatiaux qui ont servi notamment au premier film de la saga tourné en 1977. Et là, c'est les droïdes de combat. Celui-là, il est dans l'étoile de la mort, je crois. Et celui-là, c'est dans les derniers. Des derniers films, justement, il ne reste pas grand-chose, car fin des années 90, l'ordinateur et le numérique ont fait leur apparition. Plus besoin de créer de décors, mais heureusement, on a encore besoin de costumes. Dark Vador, je rêvais de le voir en vrai, sur son costume. On les voit qu'à la télé, alors qu'en vrai, c'est mieux. Toujours par 2 ils vont, un maître et un apprenti. La formule marche aussi pour Star Wars et le marketing. 20 € l'entrée sans compter la boutique souvenir. Quel type de créature êtes-vous ? De grands enfants, et ça n'a pas de prix. Donc à voir jusqu'à mi-avril à Lyon. Voilà, ce journal est terminé. Ce soir à 19h, vous retrouverez Frédéric Liop qui sera en direct avec Robert Guédiguian, le réalisateur, depuis le Festival du cinéma européen d'Aubenas. Passez une très belle après-midi. On se retrouve demain à midi.